qu'ils en tireront beaucoup de profit. Donc avant de passer la parole au professeur Mary Teuw Niane, je vous demanderai d'être patient avec moi. J'ai tout fait pour rendre la présentation courte, mais je ne pouvais pas faire moins que ça. Donc vous m'en excuserez. Et donc le professeur Mary Teuw Niane, comme vous le savez tous, a été ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'octobre 2012 à avril 2019, période durant laquelle il a mené de nombreuses réformes structurelles majeures dans ce pays. Nous pouvons citer la création de nouvelles universités orientées vers les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques STEM, la création des instituts supérieurs d'enseignement supérieur, les ISEP, et le développement du numérique dans l'enseignement supérieur, notamment par la création de l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, qui comptait en 2021 50 000 étudiantes et étudiants. Donc à ce jour, c'est sûr qu'il y a au moins une quinzaine de milliers de plus sur cela. Avant d'être nommé ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il a enseigné pendant 10 ans à l'université Cheikh Anta Diop. Puis en 1990, il a rejoint l'équipe qui a démarré l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il est devenu chef du département de mathématiques appliquées, puis directeur de l'unité de formation et de recherche des sciences appliquées et des technologies, pour finir par y occuper le poste de recteur de 2007 à 2012. Il fut président du conseil d'administration de Petrosen Holding de mai 2020 à juillet 2022. Le professeur Mary Teuw Niane est titulaire de 3 doctorats en sciences mathématiques. Je dis bien 3 doctorats. Je ne me suis pas trompé, hein? 3 doctorats. C'est la réalité rare. Il est fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il fut également membre du bureau de l'Union mathématique africaine et membre du comité de développement et d'échange de l'Union mathématique internationale. Il est réputé par la qualité, l'abondance et la variété de sa production scientifique et sa contribution dans la formation d'enseignants des universités par l'encadrement, seul ou en collaboration, d'une trentaine de thèses de doctorat en mathématiques. Il a aussi occupé plusieurs fonctions au niveau africain, comme président du Conseil des ministres du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES, président du comité directeur de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, président du comité technique spécialisé éducation, sciences et technologies de l'Union africaine. Il est membre du conseil d'administration du Centre international de mathématiques pures et appliquées, SIMPA, Nice, en France, de l'NCQ en France, président du conseil consultatif Young Africa Workers Sénégal, de la fondation Mastercard de 2019 à 2022 et de plusieurs comités consultatifs internationaux, président du jury du président de la République pour l'innovation numérique en 2020 et membre du jury international de l'Agence nationale de recherche de France par ses projets compétitifs de recherche dans le cadre du programme d'investissement pour le futur du gouvernement français. J'ai bien dit, pour le futur du gouvernement français. Et nous sommes au Sénégal, hein? Le professeur Mary Teuw Niane est chevalier et officier dans l'Ordre national du Lion, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques du Sénégal
et de la République française, commandeur dans l'ordre national des palmes académiques du CAMES et grand officier dans l'ordre du mérite de la République française. Voilà donc ce monument du savoir et du savoir-faire qui va nous parler d'un thème qu'il maîtrise plus que tous, et je le réaffirme, l'école de demain pour le Sénégal. Comme vous le savez, depuis un certain temps, tout le monde parle de réformer l'école sénégalaise. Donc, je crois qu'on est en avance même sur ceux qui prônaient cela, en invitant cet éminent intellectuel. Je vous prie de lui prêter une oreille très attentive, car ce qu'il nous dira sera d'une importance inestimable pour le devenir de l'école sénégalaise. Je vous remercie et la parole est à vous, distingué professeur Mary-Teuw Niane. Avec aussi notre doyen Babacar Diop, Babacar Ngom. Ensuite, je salue le personnel d'enseignement, le personnel administratif et le personnel technique de l'école. Je salue les invités, les syndicats et je salue tous ceux qui sont ici. Vous le savez, la famille, la société et l'école, au sens large, contribuent largement à façonner l'enfant, l'adolescent et même le jeune adulte. La famille au Sénégal était élargie, des parents directs aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines, aux grands-pères, aux grands-mères et même aux voisins. Chacun avait un pouvoir de conseil, de remédiation, d'avertissement, d'admonestation. Aujourd'hui, en ville, la famille se réduit de plus en plus à papa et à maman et aux enfants. Les grands-parents directs interviennent de moins en moins dans l'éducation des enfants. Il faut souligner malheureusement que cette tendance va se renforcer. Les personnes qui intervenaient dans l'éducation des enfants étaient celles qui, dans le monde rural, habitaient le hameau, le village. En ville, par exemple, c'est les pâtés de maison entourant la maison familiale de l'enfant, les connaissances de la famille, quelquefois même une personne étrangère. La diversité ethnique n'était pas un handicap à la prise en charge communautaire et collective de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Au contraire, c'était souvent une source d'enrichissement humain et culturel pour eux. Cet encadrement communautaire de l'enfant et de l'adolescent est en voie de disparition. L'enfant et l'adolescent, d'ailleurs, de plus en plus, ne reconnaissent plus d'autorité que celle de leurs parents directs. En même temps, les parents, de plus en plus, refusent toute interférence de personnes extérieures à la famille directe à l'éducation de leurs enfants. L'école, comme espace externe d'éducation et de formation des enfants, xale yi, et des adolescents waxambaane yi, est multiforme dans notre société. Nous avons l'école arabo-islamique qui va les daara, les écoles coraniques, les écoles arabes, les instituts arabes, les collèges et lycées franco-arabes. Nous avons l'atelier de l'artisan. L'atelier de l'artisan, menuiserie, ébénisterie, menuiserie métallique, garage, peinture, maçonnerie, teinturerie. Nous avons la formation aux métiers comme l'agriculture, l'élevage, le pastoralisme, la pêche, le tissage, la poterie, la bijouterie, la cordonnerie, étant entendu que souvent dans ces métiers, évidemment, les enfants accompagnent les parents. Certains de ces métiers sont associés à des castes.
l'école confessionnelle chrétienne, qui va du préscolaire, l'élémentaire, le collège, le lycée, les centres de formation professionnelle. Évidemment, nous avons l'école publique, où on a à la fois les cases des tout-petits, le préscolaire, l'élémentaire, les collèges, les lycées. Nous avons l'école publique, technique et professionnelle, que ce soit les collèges techniques, les lycées techniques, les lycées professionnels, les centres de formation professionnelle. Nous avons les établissements d'enseignement supérieur, où nous avons les universités, les écoles et les instituts. Et nous avons les écoles traditionnelles de transition adolescence-adulte. Par exemple, formation durant la période de circoncision ou retraite initiatique de la forêt sacrée en Casamance. Chers amis, notre société, comme je l'ai décrite ci-dessus, est irriguée par des systèmes d'éducation et de formation qui se superposent, se contredisent et même quelquefois s'opposent. Notre société, sous les coups de boutoir de la mondialisation et de ses contre-coups, notamment du numérique, se transforme, se métamorphose sans notre permission. Les échecs des voies de développement choisies par nos dirigeants, le peu d'exemplarité de beaucoup d'autorités, de presque toutes les autorités de la société, la détérioration constante du respect et de la considération des valeurs morales et éthiques propres à notre société, l'absence d'ambition des dirigeants de différents niveaux, tout cela rejaillit sur le comportement et particulièrement sur celui de la jeunesse. Partout dans le monde, les pouvoirs publics ont compris que la maîtrise de l'école est le facteur essentiel pour construire le citoyen porteur de valeurs qu'ils jugent essentielles, capable de bâtir ce qu'ils considèrent comme le bien-être des populations, de tisser les solidarités consolidantes et de sauvegarder la nation. L'école, par la mise en œuvre de programmes qu'elle délivre, les inégalités sociales, territoriales et corporelles qu'elle peut effacer ou approfondir, les vocations qu'elle suscite, les ambitions qu'elle libère, est un outil incomparable de formation des consciences, de transformation des mentalités et de mobilisation des esprits pour l'atteinte d'objectifs honorables ou bien pour des œuvres maléfiques. Nelson Mandela ne disait-il pas, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour transformer le monde », fin de citation. Je vais aborder le thème dans cet ordre. Quels nouveaux citoyens sénégalais voulons-nous? Deuxièmement, les fondements de l'école de demain pour le Sénégal. Troisièmement, le défi des mathématiques, de la science, de la technologie et du numérique. Ensuite, le défi de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ensuite, le défi de la construction de l'état de droit. Ensuite, la finalité de l'école sénégalaise au XXIe siècle. Enfin, je conclurai. Quels nouveaux citoyens sénégalais voulons-nous? Vous le savez, un des objectifs de l'école de demain pour notre pays est de construire le nouveau citoyen que nous voulons. Il peut paraître prétentieux de vouloir définir le nouveau citoyen sénégalais que nous voulons. Seul le président Léopold Sédar Senghor, dans la première décennie de l'indépendance, avait tenté de définir l'homme sénégalais qu'il voulait construire, ce qu'il appelait l'homo sénégalensis. Cette tentative de théorisation et de construction d'un nouveau citoyen enraciné dans ses valeurs de culture et ouvert à la civilisation de l'universel, pour encore citer Senghor,
fit long feu. La crise universitaire et le mouvement des travailleurs en mai 1968, le rouleau compresseur des plans d'ajustement structurel contre l'éducation, le social et le culturel, mirent fin à cette velléité intellectuelle qui, à aucun moment, n'avait obtenu le soutien décisif de l'élite intellectuelle. Les populations, dans leur écrasante majorité, ne se sentaient pas concernées. Les mesures, par exemple, de réduction des dépenses et du nombre de personnes présentes dans les cérémonies familiales, mariages, baptêmes, funérailles, furent vite oubliées. Et même les dérives de dépenses d'apparat dans les cérémonies familiales s'amplifièrent. De même qu'apparut la marchandisation du soutien, qui était un acte de solidarité volontaire, non obligatoire, qui de nos jours crée des stress à toutes les femmes. Elles doivent rembourser au donateur à sa prochaine cérémonie au moins le montant qu'elle avait reçu. Aucun des présidents de la République qui suivirent n'ont de bâtir un nouveau citoyen sénégalais. L'arrivée du président Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000, puis le choc du naufrage du bateau le Joola, avait créé un espoir et une attente générale des populations pour des prises de décision, même répressives, allant dans le sens de l'instauration d'un nouveau comportement citoyen. Pendant un temps, les populations instaurèrent la police dans les transports en commun, refusant les surcharges de passagers, les excès de vitesse et les violations du code de la route. Cette ferveur populaire citoyenne s'estompa rapidement à l'absence manifeste de volonté politique pour accompagner les populations. De plus, les autorités politiques multiplièrent les actes d'antivaleur, d'arrogance et de violation flagrante de la loi, notamment électorale, en toute impunité. Notre pays est gangréné par des attitudes, des comportements et des actes qui n'honorent pas la citoyenne et le citoyen sénégalais. Des Sénégalais du bas peuple, comme on dit, aux autorités politiques, en passant par les hommes politiques et l'élite intellectuelle, l'opportunisme de gains individuels à tout prix, financiers, salarial, position dans l'appareil d'État, avantages familiaux, surplus d'autorité, reconnaissance religieuse ou traditionnelle, a fait basculer le Sénégalais et dans une moins grande proportion, la Sénégalaise, moi en tout cas je considère qu'elle est moins atteinte que le Sénégalais, dans un espace de non-droit, d'antivaleur et d'abandon de toutes les règles traditionnelles d'éthique et de morale. Dès lors que les chefs donnent le mauvais exemple, le gorgorlou est condamné tragiquement à suivre. Évidemment, cette situation ne peut perdurer, à moins de la laisser conduire le pays à son effondrement par la violence, en réponse à la violence des nantis, de biens illicites ou de leurs prête-noms. Il nous faut donc prendre le risque de définir les principales caractéristiques du nouveau citoyen sénégalais que nous voulons. Évidemment, il ne s'agit pas d'aligner des qualificatifs qu'il serait long à énumérer. Il faut juste définir un cadre consensuel suffisamment adaptable aux situations, aux territoires, suffisamment volontariste pour permettre aux nouveaux citoyens sénégalais, avec les valeurs sénégalaises, sa culture sénégalaise, imbue de connaissances notamment scientifiques et techniques, d'être fier de réaliser son projet de développement professionnel et personnel dans son pays, de s'engager dans la bataille collective, de bâtir en toute souveraineté le bien-être de la population du Sénégal dans un état de droit et de contribuer avec honneur et fierté
à la conquête de la dignité et du leadership de son pays et de l'Afrique dans le concert des nations. Le nouveau citoyen sénégalais que nous voulons doit au moins s'approprier et appliquer avec enthousiasme les 5 principes de la citoyenneté nouvelle que nous proposons. Le premier, c'est connaître et être fier des meilleures valeurs et de l'éthique sénégalaise, des religions musulmanes, chrétiennes et traditionnelles, du travail, de son pays, de l'Afrique, son pays et l'Afrique étant sa première priorité. Deuxièmement, connaître et être fier des principes de l'état de droit, du respect des biens et du patrimoine commun, des libertés individuelles et collectives, du patriotisme et de l'investissement volontaire pour son pays et pour l'Afrique. Troisièmement, être instruit et fier de l'être, tendu passionnément pour la conquête constante de la connaissance, du savoir-faire, du savoir-devenir, de la compétence et de la perfection. Quatrièmement, être créatif, entreprenant et fier de l'être, innovateur et créateur d'entreprises, s'empare de la connaissance, la science et la technologie pour les mettre au service de la souveraineté de l'Afrique et du bien-être des populations africaines. Enfin, cinquièmement, avoir la culture du travail en équipe et en être fier, de l'action solidaire, du succès collectif, des résultats collégiaux, d'inscrire sa réussite personnelle dans le projet de réussite collective de son pays et de l'Afrique. Chers amis, leur acquisition, leur appropriation et leur intégration dans la vie quotidienne des populations ne saurait être une affaire de génération spontanée, encore moins de mutation génétique ou mentale. Ce changement sera le produit de la conjonction d'un système éducatif réformé dans ses fondements, avec une nouvelle gouvernance, un nouveau comportement et un leadership positivement transformateur des enseignants, des administrations des établissements, des autorités étatiques et des leaders politiques. J'en arrive donc au cœur du sujet, les fondements de l'école de demain pour le Sénégal. Notre système éducatif, du préscolaire au supérieur, n'est ni l'émanation de nos traditions, de nos valeurs, de nos religions. Il n'est pas particulièrement promoteur des valeurs humaines et morales qui sont les fondements des relations humaines, de l'interaction entre les groupes de population qui composent notre pays. L'école, de manière générale, est un îlot éducatif importé, imposé au cœur de notre société. Nous avons au Sénégal, depuis la colonisation, malgré de multiples réformes, une école coloniale française au Sénégal. Ces réformes n'ont jamais osé toucher au fondement de cette école, diffuseuse d'une culture qui n'est pas nôtre, particulièrement destructrice de nos meilleures valeurs et incapable de promouvoir la science, la technologie. On le voit, moins de 18% des candidats sont issus des séries scientifiques au baccalauréat, par exemple en 2022. Cette école n'est pas capable, avec la famille et la société, de façonner le nouveau type de citoyen sénégalais que nous voulons. Pour bâtir ce nouveau type de citoyen sénégalais, une réforme en profondeur de notre système éducatif est nécessaire. Il faudra sans aucun doute revisiter le principe, je dirais sacro-saint pour certains, de la laïcité, tel qu'il est gravé dans notre Constitution, et peut-être même le supprimer. En effet, à l'article 1er de la Constitution sénégalaise, il est écrit, je cite, «
la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Fin de citation. Sur les 27 pays de l'Union européenne, j'ai fait le tri, seule la France a inscrit ce principe tel quel dans sa constitution. Au Sénégal, on pense que c'est universel. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les autres pays, bien qu'appliquant pour beaucoup le principe de la séparation de l'État avec la religion, ne l'ont pas inscrit dans leur constitution. En France même, là encore, beaucoup ne le savent pas, en France même, les régions de la Moselle et de la Lorraine échappent au principe de la laïcité grâce au Concordat, signé par l'État français avec le Vatican le 15 juillet 1801. Dans ces deux régions de France, comme dans les autres pays de l'Union européenne, l'éducation religieuse est délivrée dans les écoles publiques. À l'université de Strasbourg, qui est une université publique, à l'université de Metz, qui est aussi une université publique, comme dans les universités des autres pays de l'Union européenne, existent par exemple des facultés, des écoles et des instituts de théologie. En France, depuis quelques années, vous le savez, le principe de la laïcité est devenu le refuge à partir duquel la diversité culturelle est rejetée et taxée d'expression religieuse dans l'espace public, comme par exemple le port du voile à l'école. La France, il faut le savoir, est une singularité parmi les pays européens. Nous voyons donc toute l'absurdité de la posture sénégalaise qui refuse l'enseignement des religions à l'école publique dans un pays à 95% musulmans, 5% chrétiens et, pour paraphraser Senghor, il disait 100% sous influence de nos religions ancestrales. Notre école est une pâle copie d'une école étrangère qui fabrique des clones ratés, sans ancrage culturel, ballottés par des influences multiformes. Chers amis, dites-moi quelle école a votre pays, je vous prédirai quel futur il aura. Pour changer le cours des choses, il nous faut courageusement mettre notre école à l'endroit. Notre culture, nos meilleures valeurs de culture et de civilisation doivent être au cœur de notre projet éducatif et de formation. Voici 7 principes de base, selon moi, de l'école sénégalaise de demain. Le premier principe, c'est l'enseignement de la langue maternelle des enfants comme langue vivante, porteuse de connaissances et support de production de connaissances. Le deuxième principe, c'est l'enseignement des religions et des valeurs positives qu'elles véhiculent. Troisième principe, c'est l'enseignement des arts, de la culture, de la civilisation du Sénégal et de l'Afrique et des meilleures valeurs qu'ils portent. Quatrièmement, l'enseignement du français, parce que c'est notre langue officielle, de l'anglais, parce que c'est la langue universelle aujourd'hui de transmission de la connaissance dans tout, et de l'arabe, parce que l'arabe, c'est d'une part la langue de 95% des musulmans à travers leur religion, mais c'est surtout au niveau géopolitique. Au niveau géopolitique, le Sénégal est un pays de transition entre l'Afrique noire et l'Afrique arabe, parce que la Mauritanie a basculé dans l'Afrique arabe. Donc c'est nous qui assurons la transition, et pour bénéficier de ces relations, la connaissance de l'arabe est fondamentale. Donc c'est pourquoi je dis que ces langues sont importantes comme langue d'ouverture sur l'international. L'enseignement des mathématiques, de la science, de la technologie et du numérique dans une méthode créative.
Ça aussi, j'y reviendrai. Parce que enseigner les mathématiques de manière scolastique, ça n'aide pas les enfants à aimer les mathématiques et à être créatifs. Sixièmement, la promotion de la créativité, de l'innovation, de l'esprit entrepreneurial. Et j'étais heureux de ce que me disait Mme Ndiaye, de ce qu'ils font déjà avec les tout-petits. Et du service à la communauté. Septièmement, l'enseignement du développement personnel, de la citoyenneté, du leadership et l'accompagnement dans la définition du projet personnel de l'apprenant et des valeurs autour du travail. Voilà, selon moi, les 7 principes que j'ai définis. Cette nouvelle école sénégalaise transformatrice doit être portée d'abord par une pédagogie active, contrairement à la pédagogie passive qui a cours depuis des décennies. La pédagogie active valorise la créativité, l'expérimentation, la relation avec la société, le travail bien fait et les valeurs qui bonifient. Un programme d'enseignement basé sur les 7 principes, évidemment, la stratégie de la pédagogie active, l'existence d'un temps suffisant de travail personnel de l'apprenant en vue de développer son autonomie. Une formation du personnel d'enseignement, de contrôle et d'encadrement en adéquation avec les exigences de ces nouvelles orientations. Un nouveau système d'évaluation de l'apprenant, parce que dans ceci, ce n'est pas comme on évaluait avant, en adéquation avec les objectifs fixés. Enfin, une administration des établissements soumis à un contrat de performance, définissant les objectifs, les actions, les activités, les indicateurs de performance et les critères de mesure de la réussite et de l'échec. Cette nouvelle éducation sénégalaise transformatrice jouera le rôle d'incubateur pour toutes les apprenantes et les apprenants afin que durant leur cursus, ils puissent répondre aux critères du nouveau citoyen sénégalais. C'est ce que je veux. C'est pour ça que j'ai défini le nouveau citoyen avant. Afin de créer un environnement favorable à l'éclosion dans de bonnes conditions de cette éducation sénégalaise transformatrice, il sera essentiel, dans un délai très court, 2 ans, 3 ans, de régler un autre problème, qui est d'éradiquer complètement l'analphabétisme et d'assurer la scolarisation universelle. On ne peut pas construire une vraie école si les parents sont analphabètes. Ça aussi, il faut le savoir. Et il faut régler en même temps que réformer l'école la question de l'analphabétisme. L'émergence de ce nouveau citoyen passera par le maintien de cette politique éducative durant au moins une vingtaine d'années. Ça aussi, c'est le Sénégal. On réforme, au bout de 3-4 ans, on change d'avis, on réforme, ce qui fait qu'on n'a rien fait. On a même empiré les choses. Une initiative doit durer au moins une vingtaine d'années pour qu'elle puisse arriver à des résultats, avec les ajustements et les adaptations inhérentes à toute réforme éducative. Quatrièmement, j'en arrive, le défi des mathématiques, de la science, de la technologie et du numérique. Il s'agit de donner une culture scientifique, technologique, à tout apprenant, quelle que soit par ailleurs son orientation, qu'il soit littéraire, qu'il soit scientifique, qu'il soit dans le technique ou qu'il soit de formation professionnelle. Il faudra définir le minimum scientifique et bâtir une pédagogie active pour sa transformation, son appropriation et pour sa transmission, son appropriation et la maîtrise de son opérationnalisation. Le numérique sera, quand je parle de numérique, c'est l'informatique, c'est le digital, c'est tout cela que je mets, c'est les technologies de l'information et de la communication. C'est tout ça que je mets dans le vocable numérique. Le numérique sera un sujet de formation en même temps qu'une modalité de formation à travers le e-learning.
comme pour la science et la technologie, il faudra définir le minimum numérique pour l'éducation sénégalaise nouvelle. Parce qu'on est dans un siècle où c'est le numérique qui prédomine. Et chacun doit avoir un minimum de connaissances pour en tirer profit et évoluer, évidemment, comme il le faut dans le monde d'aujourd'hui. La transformation économique, sociale et culturelle de nos pays se fera en s'appuyant sur la connaissance. Ça aussi, c'est fondamental. On l'oublie de plus en plus au Sénégal. Notamment, parmi ces connaissances, les mathématiques, la science, la technologie et le numérique. Il y a toutes les autres connaissances. Afin d'avoir une société suffisamment avertie, suffisamment consciente des enjeux et prête à s'engager pour conquérir son bien-être dans les transformations qu'impriment au monde les mathématiques, la science, la technologie et le numérique, il va être important que le citoyen ait un minimum de connaissances et d'expertise dans ces domaines stratégiques pour notre pays et pour le continent, dont la population particulièrement jeune est happée par leur volet ludique ou moralement répréhensible. On en parle beaucoup sur l'effet des réseaux sociaux et autres. Cette éducation numérique citoyenne contribuera au bon usage des réseaux sociaux et à leur appropriation au bénéfice de nos populations et de la marche de nos pays vers la souveraineté numérique et le bien-être de leur population. Chers amis, le défi des mathématiques, des sciences et de la technologie se joue principalement dans les salles de classe. Un cours de sciences ne saurait être austère et triste. Ça, je m'adresse aux enseignants. Les élèves ne devraient pas, en venant à un cours de mathématiques, de physique, de chimie, de sciences, de la vie et de la terre, avoir peur, être triste. Un cours de sciences doit se faire dans la bonne humeur, dans une classe qui respire la gaieté, et non, comme c'est assez souvent le cas, dans des classes où on ressent une atmosphère de deuil. L'enseignante et l'enseignant sont les principaux acteurs de l'état de leur classe. Il leur appartient d'insuffler à leurs élèves la joie de vivre ensemble, la joie de communiquer ensemble, la joie de se corriger les erreurs, la joie d'apprendre ensemble, la joie d'interpeller son enseignante et son enseignant. Je ne comprends pas quand on me dit « Monsieur ne veut pas qu'on lui pose des questions ». Mais il est là pour qu'on lui pose toutes les questions. La joie de répondre à une question, la joie de résoudre un exercice, la joie d'avoir compris son erreur. L'atmosphère de la classe participe beaucoup à la réussite de l'enseignement. L'enseignante et l'enseignant ont plusieurs moyens de rendre gai leur classe. L'humour, les expressions drôles et surtout le jeu. Le jeu est un moyen plaisant et efficace d'apprendre la science. Le jeu est un moyen pédagogique très puissant de faire assimiler des concepts difficiles à comprendre, des énoncés difficiles à retenir. Le jeu éveille l'attention, mobilise la classe et crée la joie dans la classe. Il incite les élèves les moins doués à participer à l'activité. L'enseignante et l'enseignant doivent être capables de donner une envie pressante à leurs élèves de venir en classe de sciences, d'être heureux et épanouis en classe, de ne jamais avoir le sentiment d'avoir assez appris à la fin de l'enseignement, d'avoir toujours envie de revenir au plus vite. Les cours de mathématiques, de sciences et de technologie doivent être des espaces et des moments de plaisir et se terminer par un sentiment de bonheur que chaque élève conquiert et se poursuivre à la maison par l'accueil, l'écoute et l'encouragement des parents lorsque les enfants, la tête pleine d'idées, après un cours qu'ils ont adoré,
ont cette envie pressante de partager leurs connaissances ou de matérialiser leurs rêves suscités par l'enseignement reçu. Un bon cours de mathématiques, de sciences et de technologie doit se terminer en faisant rêver les élèves. Les élèves veulent devenir le professeur. Ils veulent créer et inventer. Ils veulent montrer aux parents et aux camarades qu'ils ont compris. Si l'élève ne rêve pas, si le professeur et le maître délivrent un enseignement monotone, monocorde, sans enthousiasme, si se tromper devient l'occasion d'être la risée de la classe, sachez que les élèves, même s'ils réussissent grâce à la peur insufflée par le professeur, ils se débarrasseront au plus vite des connaissances liées à cet enseignement qui restera pour eux plus une source de coercition, de traumatisme qu'un moyen d'extérioriser leur capacité de créativité ou d'innovation. Le bonheur dans un cours n'est pas seulement dans le plaisir d'avoir réussi l'exercice proposé. Il est dans la joie d'avoir participé à l'élaboration de la solution. Il est aussi dans ce rêve d'enfant ou d'adolescent, né de la compréhension des questions abordées, dans l'envie de créer et d'innover qui en résulte. Les enseignants sont des accoucheurs d'idées et de rêves de leurs élèves. Ils doivent se départir de l'idée qu'ils ne sont que des donneurs de leçons, d'idées et de vérités scientifiques. L'erreur de raisonnement, l'erreur de calcul, l'erreur de représentation, l'erreur liée à une perte de mémoire, l'erreur liée à une confusion de sens, même l'erreur causée par la méconnaissance en raison de l'absence d'efforts d'assimilation de l'enseignement, toutes ces erreurs et d'autres participent à la peur que ressentent les élèves dans un cours de mathématiques, de sciences et de technologie. Cette peur crée un stress lors des devoirs. Elle retient certains élèves qui n'osent plus intervenir durant les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques et même les travaux de groupe entre camarades par peur d'être réprimandés publiquement par l'enseignant ou d'être la risée de leurs camarades. L'erreur, la faute, la confusion revêtent dans les cours de sciences, notamment de mathématiques, une part de honte pour les élèves qui les commettent. Pour se protéger, un certain nombre d'élèves préfèrent se murer dans le silence, se cacher dans la masse d'élèves de la classe. La peur de l'erreur est l'un des plus grands facteurs d'abstention des élèves à participer activement à un enseignement. La science est considérée par l'opinion publique comme rationnelle et rigoureuse. Le cours donné par l'enseignant se distingue dans sa qualité par la rigueur, la justesse des raisonnements, des lois énoncées, des théorèmes, des principes et j'en passe. C'est une science achevée, débarrassée des atermoiements et de ses hésitations, de ses fausses pistes et de ses grossières erreurs que l'enseignant, du haut de sa chair, livre à ses élèves. L'enseignant de science délivre, sûr de sa science, une science parfaite, et j'ajouterai, trop parfaite pour ses élèves. L'enseignant de physique ne parlera pas des croyances antérieures, comme par exemple, la Terre est plate. On sait bien que c'était comme ça que la science a commencé, et que c'est une fausse, c'est une erreur. Comme les astres tournent autour de la Terre. Ça, c'était aussi une vérité scientifique, à un moment donné. Comme l'espace est rempli d'une matière appelée éther, c'est la même chose. Les corps lourds tombent plus rapidement que les corps légers. C'est aussi une bêtise. Mais les scientifiques ont dit cela.
pendant longtemps, comme les espèces biologiques ont toutes été créées d'un seul coup, ce qui est encore une fausseté. Ce sont de grossières erreurs qui ont jalonné l'histoire des sciences. En mathématiques, chaque jour, le mathématicien, dont le métier est d'énoncer et de démontrer des théorèmes non triviaux, est confronté à l'erreur. Il passe son temps à tenter des démonstrations, à se tromper, à jeter dans la poubelle des papiers sur lesquels elles sont griffonnées. Sinon, moi, chaque jour, j'écrirai plein de théorèmes. Mais c'est parce que je n'arrive pas à les démontrer que chaque jour, je me trompe, jusqu'à peut-être 2 ans, 3 ans, que je finis par trouver le résultat et que je fais une publication. Quand on voit la publication, c'est joli, c'est parfait, mais on oublie que pour y en arriver là, je me suis planté plusieurs fois. Ça, on l'oublie et ça n'apparaît pas dans l'enseignement. L'erreur est inhérente à la pratique et à la constitution de la science. C'est pourquoi l'enseignant, qui livre à ses élèves un produit fini, doit avoir conscience que ce cours parfait qu'il délivre est en réalité le produit final d'une succession d'erreurs des plus grands savants. La modestie dans l'appréciation des erreurs commises par les élèves devrait donc être de rigueur. Il ne s'agit pas de cautionner la paresse de certains élèves. En fait, il est du devoir de l'enseignante et de l'enseignant de s'assurer de la participation de tous leurs élèves aux activités de leur classe. Ils ont le devoir de libérer les élèves de leur retenue, de leur timidité et de leur passivité, inhibés par le poids que représente l'humiliation, la vexation et l'échec de se tromper. Libérer sa classe et ses élèves de la charge négative de l'erreur, arriver à faire comprendre aux élèves qu'elle fait partie du processus d'acquisition des connaissances, les convaincre d'apprendre de leurs erreurs, qu'ils sachent que le travail, l'ouverture d'esprit, le partage de leurs certitudes sont les meilleurs remèdes à la persistance de l'erreur, sont aussi les moyens les plus sûrs de se débarrasser de leurs erreurs. L'enseignante et l'enseignant ont le rôle passionnant de faire participer tous les élèves à l'animation de la classe, des élèves les moins doués aux élèves les plus doués. Ils doivent libérer la parole des élèves, de tous les élèves, dans leurs enseignements, en particulier de mathématiques, de sciences et de technologie. J'en arrive au 5e, le défi de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'innovation est au cœur du dynamisme économique, social et culturel des pays. Il se traduit par le nombre de brevets que chaque pays dépose à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle que connaît bien mon ami Abdoul Wahab Ka, puisqu'il a été directeur général de l'ASPIT. Non, l'Afrique et le Sénégal, l'Afrique et le Sénégal évidemment, nous déposons très peu de brevets. Et ça, c'est lié à notre système éducatif, qui ne favorise pas l'innovation. Pour quitter durablement l'économie de souk, pour embrasser réellement l'industrialisation, pour favoriser la création d'un écosystème entrepreneurial massif et employeur, la création endogène de brevets, l'achat de brevets, le transfert de technologies, l'achat de machines-outils et leur maîtrise, il est essentiel de disposer de citoyens formés dans ces différents métiers, s'identifiant à leur pays, à leur continent, ayant une culture entrepreneuriale, créative et innovante. J'en arrive au défi de la construction de l'état de droit. L'école sénégalaise, je l'ai dit, à travers ces 7 piliers, va promouvoir l'état de droit, ses valeurs et l'éthique qui le sous-tend. Elle formera un citoyen conscient de ses devoirs et intransigeant sur ses droits. C'est la condition sine qua non de l'impossibilité d'un retour en arrière. Elle formera aussi un citoyen disponible
pour servir son pays, sobre, combattant contre la corruption et l'injustice, engagé résolument dans le combat pour l'égalité et l'équité. Elle formera enfin un citoyen à la fois sensible à la nécessaire discrimination positive pour certaines catégories sociales, parce que quand il y a des inégalités criardes, pour les redresser, il faut faire de la discrimination positive jusqu'à atteindre la stabilité. C'est le cas des filles, des femmes, des personnes en situation de handicap et de certaines disparités territoriales. Par exemple, il y a des régions du Sénégal, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école supérieure. Si on veut redresser, il faut les créer là-bas. C'est le rôle de l'État de redresser ces situations-là. Et évidemment, est profondément attaché au mérite comme critère de recrutement et de promotion dans le secteur public et parapublic. J'en arrive à l'avant-dernière partie, la finalité de l'école sénégalaise au XXIe siècle. L'école sénégalaise au XXIe siècle a, pour moi, c'est discutable, mais j'ai fait le choix de dire ce que je pense, a pour finalité, de bâtir un citoyen nouveau, enraciné dans ses meilleures valeurs religieuses, de culture et de civilisation, fier d'appartenir à son pays et à son continent. Deuxièmement, de bâtir un citoyen nouveau, maîtrisant la science et la technologie, capable de les utiliser pour satisfaire ses besoins et résoudre ses problèmes. Troisièmement, de former un citoyen nouveau, ambitieux, entreprenant, créatif et innovant, mettant ses connaissances et ses compétences au service de la construction d'un écosystème industriel et entrepreneurial adossé sur le secteur primaire, les ressources naturelles et extractives, hautement consommateurs de main-d'œuvre qualifiée. Quatrièmement, de promouvoir un citoyen nouveau, cultivé, croyant et combattant de l'état de droit, convaincu que la réalisation de son projet de développement professionnel et personnel passe par la réussite du projet collectif de son pays et du continent. J'en arrive à la conclusion. L'éducation, la formation, la science, la technologie, la recherche et l'innovation sont les moteurs de la transformation socio-économique des pays et des continents. Accusent un retard de 60 ans par rapport aux pays asiatiques dans cette prise de conscience. Chers amis, j'ai essayé tout au long de cet exposé de tracer une voie. Je souligne, elle n'est pas unique. D'autres options sont sans doute possibles et équivalentes pour combler ce déficit de prise de conscience et de leadership transformateur de nos hommes politiques passés. L'école sénégalaise telle que décrite ci-dessus peut être la base de l'émergence du nouveau citoyen sénégalais, bâtisseur de la souveraineté sénégalaise et de l'émancipation du Sénégal. Son invitation et aussi dire, j'étais très heureux en échangeant avec elle tout à l'heure, de constater que ce que j'ai écrit n'était pas un rêve irréalisable. Parce que quasiment, en dehors des langues nationales, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, je vais vous donner souvent un exemple pour dire que quelque part au Sénégal, une grande dame est en train de réaliser ce type d'école. Donc encore merci à vous et de me donner l'opportunité de connaître votre expérience. Remercier aussi le modérateur et tous ceux qui interviennent. Pour les intervenants, c'est vous remercier, M. Ngom Babacar. Vraiment, merci du rappel d'un certain nombre d'innovations que nous avons apportées à l'enseignement supérieur. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Nous étions arrivés à un moment où l'enseignement supérieur était à genoux et il fallait prendre des mesures radicales, mais à travers une vision claire qui était
l'enseignement supérieur et la recherche, levier du développement économique, social et culturel du Sénégal. C'était ça la vision. Et à partir de là, construire cet enseignement supérieur. Le projet était un projet de 10 ans, 2013-2022. Nous sommes partis en 2019. Malheureusement, quand nous sommes partis, le projet s'est interrompu. Donc c'est toujours ce qu'on dit au Sénégal. On n'arrive jamais au bout de ce qui est fait, donc on ne voit jamais les résultats au bout, malheureusement. Encore une fois, merci pour tout. Monsieur Barry, encore, je vous remercie. Alors, comment faire pour renverser les tendances aujourd'hui que nous avons? Je crois que le premier élément, c'est la formation d'enseignants de qualité dans les domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences de la vie et de la terre, et dans la diversification des filières scientifiques. Nous avons des séries, à mon avis, qui éliminent, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, mais j'y reviendrai, des séries qui éliminent. Et nous avons aussi nécessité de réviser les programmes. Nous avons des programmes trop chargés, y compris en mathématiques. On apprend trop de choses en même temps aux élèves, ce qui fait qu'ils sont obligés en fait de mémoriser. Alors que les mathématiques ne sont pas faites pour être mémorisées. Les mathématiques vous apprennent à raisonner, vous apprennent à poser des problèmes, vous apprennent à conceptualiser une situation donnée. Et c'est pourquoi c'est important que dès la petite enfance, que l'enseignant ou l'enseignante ait des compétences mathématiques. Quel que soit le niveau, ce n'est pas le calcul qui fait les mathématiques. Moi, je dis toujours aux gens, le boutiquier sait mieux calculer que moi. Moi, la preuve d'ailleurs, je ne retiens jamais les chiffres. Ma voiture, je ne connais pas le numéro. Même les téléphones des gens qui me sont les plus proches, je ne les retiens pas. Parce que je n'ai pas appris à faire ça. Par contre, je sais raisonner. Poser un problème, je sais raisonner. Mais je ne retiens pas. Et malheureusement, quand vous donnez une classe à quelqu'un qui ne maîtrise pas les maths, il va tout de suite aller vers le calcul. Et le calcul, ce n'est pas les mathématiques. C'est en partie, mais ce n'est pas le cœur des mathématiques. Voilà. Donc je pense qu'il faut former des enseignants. Et il faut les former depuis le préscolaire jusqu'en seconde, première, terminale. On pense toujours que c'est à partir de la seconde que la spécialisation mathématique commence. Non, c'est dès le préscolaire. Demandez aux élèves qui sont bons en maths, ils le sont depuis le début, assez souvent. Et donc, il faut former les maîtres. Je pense qu'il y a une insuffisance de formation des maîtres au niveau du préscolaire et du primaire. Il y a aussi une insuffisance de formation des profs de maths au niveau des collèges. C'est aussi un problème. Et je pense qu'il faut relever cela. L'autre aspect, nous avons perdu quelque chose que nous avions avec la coopération française. Vous savez, avec la coopération française, nous avions une chose. Nous avions à l'époque, ça c'est nous, nos générations, nous avions les enseignants titulaires du CAPES, qu'on peut dire à peu près c'est le KS que nous avons. Mais ils avaient les enseignants agrégés, qui avaient en général les classes de première et de terminale, C ou SE actuellement. Ces enseignants étaient d'un niveau plus élevé. Ils pouvaient enseigner à l'université jusqu'aux deux premières années d'université. On ne l'a plus. On ne l'a plus et le ministère de l'Éducation nationale n'a pas fait d'effort de formation d'enseignants agrégés. Ça, c'est un élément qui manque
dans le système aussi. Et qui, évidemment, quand vous avez quelqu'un qui a un niveau presque équivalent au niveau des élèves à qui il doit donner cours, évidemment, c'est problématique. Et en mathématiques, on a souvent ça. Et le pire encore, c'est que dans certains lycées à l'intérieur du pays, ils n'ont même pas de profs de maths de niveau. Ça aussi, c'est un vrai problème. Ce qui fait qu'on a un écrémage qui se fait brusquement, brutalement, à partir de la première. Déjà en seconde, le fait de mettre tout le monde dans une classe melting pot S, à mon avis, ce n'est pas une bonne chose. Et quand on arrive en première, ceux qui vont en S1, beaucoup sont pressés de terminer la première pour basculer en S2 en terminale. Parce que là aussi, il y a le problème de motivation. Moi, je suis pour deux choses, deux mesures. La première, il faut créer, la Côte d'Ivoire l'avait créé il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, quand il n'avait plus de profs de maths de niveau en Côte d'Ivoire et de profs de physique. Ils avaient créé ce qu'ils appelaient l'indemnité de scientificité, qui permettait d'avoir assez de profs de maths de qualité. Quand on veut quelque chose, on met le prix. On met le prix. Pour moi, il faut créer l'indemnité de scientificité pour les profs de maths, de physique, de SVT, en fait les profs de sciences, de manière générale. Parce qu'on n'en a pas assez aujourd'hui. Et on n'a pas surtout assez de très bons. Ça aussi, c'est important. Donc, créer l'indemnité de scientificité. L'autre aspect qui est pour moi important, c'est les bourses. Pour moi, il faut ramener les bourses. Au niveau, nous, quand on était élèves, on avait les bourses. On avait les bourses 7 septièmes, 2 septièmes, 3 septièmes, etc. selon les résultats que vous aviez en classe. Mais au moins, pour encourager les élèves à rester dans les séries scientifiques, il faut donner à ces élèves des bourses. Pour moi, ça va encourager plus les élèves à y rester. L'autre aspect, c'est la documentation scientifique. À un moment donné, le Sénégal avait commencé à éditer des livres de sciences par des enseignants sénégalais. Depuis un bon bout de temps, c'est des livres importés qui nous viennent. Et c'est des maisons d'édition, en général d'ailleurs françaises, qui gagnent le marché à l'éducation nationale. Je pense qu'il est important on a des enseignants capables de rédiger des manuels. Il faut leur donner cette opportunité. Nous, on avait lancé ça au niveau de l'enseignement supérieur. Malheureusement, on a sorti, je crois, 4 livres. Quand je suis parti aussi, on a laissé passer. C'est arrêté. C'est arrêté. Donc, je pense qu'il faut y revenir. Parce que l'enfant qui voit que c'est Mamadou Diatta qui a écrit son livre de mathématiques, je crois qu'il se sent plus fier de le lire que de voir que c'est Jean-Pierre Ruffaut qui a écrit ça. Je pense que ça fait partie des motivations des élèves. L'autre chose, c'est les travaux pratiques, les travaux d'atelier, les expérimentations en classe. Ça a disparu. Nous, l'électrolyse de l'eau, on l'a vu en CM1. Aujourd'hui, un élève peut faire tout son cursus jusqu'en terminale, avoir le bac S et n'avoir jamais fait l'électrolyse de l'eau. On faisait beaucoup de choses, de manipulation en classe. C'est ça qui participe à motiver l'élève et à développer sa créativité et sa culture d'innovation. Donc ça aussi, je pense, il faut le ramener. Oui, les enseignants, on dit souvent que c'est le premier intrant du système éducatif. C'est important, mais moi, la responsabilité, je la verrai ailleurs, parce que celle dont je viens de parler, c'est une responsabilité politique de l'État. Par contre, la responsabilité de l'enseignant, je pense que c'est cette dispersion qu'on est en train de voir dans le système éducatif. Qu'on ne respecte pas le travail pour lequel vous avez un salaire. Les absences à répétition, les
Au lieu d'enseigner correctement une classe, on l'enseigne à la va-vite et ensuite on va aller faire des cours dans le privé parce que là-bas on vous exige de travailler correctement. Ce qui fait qu'on délaisse le public. Je pense que ça, par contre, c'est une responsabilité grave des enseignants et que les syndicats d'enseignants doivent se battre autour de ça parce que c'est de leur fierté et de leur dignité d'enseignants. L'autre aspect qui est une responsabilité partagée entre l'État et les enseignants, c'est tous les accords qu'il y a avec les syndicats, où l'État signe des accords et ne les respecte pas, et ça nous amène dans ce cycle infernal de grève, etc. Mais quand il y a des grèves, c'est les élèves qui perdent. Et ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Les langues nationales, en fait, moi, je suis pour que chacun apprenne sa langue maternelle. Je ne crois pas à l'arrivée demain d'une langue nationale unique. Parce qu'elle sera exactement ce qu'est le français pour les autres langues, pour nos langues nationales. Si vous prenez le Wolof, vous dites que c'est la langue nationale unique, tous les autres qui ne sont pas Wolof vont voir le Wolof exactement comme... Et les difficultés qu'ils vont rencontrer dans l'étude du Wolof, c'est exactement les mêmes difficultés actuelles que les Wolofs et eux rencontrent en étudiant le français. Quelqu'un, on lui donne, c'est de la dignité de toute personne d'apprendre dans sa langue maternelle. Moi, c'est ça ma position dans ça. Et c'est possible. Parce que, moi, j'anticipe, lorsque j'étais recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en analysant les 3 éléments dont j'ai parlé ici, parce que j'ai commencé cette réflexion à cette époque-là, j'ai vu nos langues ne sont pas enseignées comme langue vivante à l'université. Les religions ne sont ni sujet d'études, ni sujet de recherche. Notre culture n'est pas aussi sujet d'études et de recherche. J'ai dit, il faut qu'on crée quelque chose qui réponde à cette question. C'est ça qui m'a amené à créer l'UFR Civilisation, Religion, Art et Communication, UFR CRAC, qui a un département langue et culture africaine. Je suis content que ce département maintenant délivre même des doctorats dans les langues nationales. Ils enseignent la licence, le master, le doctorat en Wolof, en Pulaar et dans d'autres langues nationales et le Swahili et jusqu'au doctorat. On a un département aussi, centre d'études des religions. Quand on parle des questions religieuses dans le Sahel, ce sont les experts de ce département qui sont interrogés partout dans le monde. Et enfin, il y a le département métier des arts et de la culture. Donc, et nous pouvons former, c'est une question juste de décision politique de l'État. Que l'État dise, on va enseigner les langues nationales et d'amener dans un premier temps, pour moi, la division administrative, c'est la commune. La commune. Si on prend la commune, on regarde la langue majoritaire dans la commune. Dans un premier temps, on enseigne la langue majoritaire dans la commune. Ensuite, on regarde les langues les plus minoritaires dans le pays, parce qu'il y en a quelques-unes qui ne sont majoritaires, malheureusement, dans aucune commune, mais il est du patrimoine immatériel de notre pays de les conserver et de leur donner, là où elles sont, la possibilité d'être enseignées. Si on fait cela, personne ne sera mécontent. Au bout de quelques années, comme on aura assez de ressources humaines, à un moment donné, tout le monde apprendra dans sa langue. Et c'est terminé. Mais il faut une décision politique. C'est une décision politique qu'il faut. Malheureusement, on n'a pas encore cette décision. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée lors du budget dire que ça va commencer en 2028. Oui. Vous voyez, 2028, quand on arrivera, ils vont dire encore... oui. Donc, alors, merci encore, mon cher ami aussi Mamoudou Faye. Merci beaucoup. Alors, les langues nationales, je pense que j'en ai parlé maintenant. J'ai répondu à la question qu'il a posée. C'est des décisions politiques, tout simplement. Aujourd'hui,
si l'État le veut, il n'a qu'à créer dans toutes les universités un département langue et culture africaine. À Assane Seck de Ziguinchor, à Hussein au niveau de Kaffrine, Sine Saloum, Kaffrine, Fatick et Kaolack, à Thiès, à Saint-Louis, il y en a déjà, à Dakar, à l'UCAD, à l'université de Matam qui va être créée, à l'université du Sénégal oriental. On le fait et on avance. L'autre chose, c'est l'académie. Moi, je pensais même qu'il n'existait pas d'académie des langues nationales. C'est l'autre jour, en discutant avec quelqu'un qui m'a dit, et je me suis souvenu, effectivement, Abdoulaye Wade avait créé, et il l'avait rattaché au ministère de l'Éducation nationale, une académie des langues nationales. Elle est inopérante. Elle existe malgré tout. Il faut lui donner la place parce que c'est elle qui va régler les problèmes techniques. Par exemple, si on doit enseigner les mathématiques, il faut qu'on ait dans chaque langue un accord sur les concepts. Il ne faut pas que Marito dise que, par exemple, ensemble, ça s'appelle comme ça en Wolof, et que Adjambay May va là-bas dire qu'ensemble s'appelle comme ça. L'académie doit dire c'est comme ça, point tiré. Et tout le monde est obligé de suivre. C'est comme ça qu'ont fait les Français. Il y a beaucoup de concepts scientifiques qui n'existent pas en français parce que ce n'est pas les Français qui l'ont inventé. Mais l'académie a été obligée de faire des choix sur telle ou telle chose. Donc, il faut que l'académie des langues nationales joue son rôle aussi. L'autre aspect pour aider les langues nationales, et vous le voyez, ceux qui ont voyagé en Afrique de l'Est, c'est que les panneaux de signalisation, mais on les exprime en langue nationale. Vous allez en Afrique de l'Est, la plupart des panneaux, vous avez anglais et vous avez swahili. Pourquoi au Sénégal, dans les zones où le Wolof est majoritaire, on n'aurait pas des panneaux en français et en Wolof? Les zones où le Pulaar est majoritaire, des panneaux en français et en Pulaar, des zones où c'est le Diola qui est majoritaire, etc. C'est ça qui permet aux gens de voir, on a le Soleil, le journal officiel, mais il devrait avoir au moins une version en langue nationale chaque semaine, un digeste en langue nationale. C'est parce qu'il faut que les gens aient une source de lecture, etc., pour pouvoir considérer que les langues sont utilisables, etc. Donc, cher Fall, mon ancien camarade de l'UJIDAN, ça c'est une vieille histoire. Nous avions créé l'Union de la jeunesse démocratique Albouri en septembre 1979. En septembre 1979 à Kaolack. Voilà. Donc, en tout cas, je te remercie parce que tu as amené des contributions. C'est plutôt des contributions. Merci beaucoup. Le défi, les transformations, c'est la science et la technologie qui les amènent. Et il nous faut les maîtriser. Et j'anticipe, quelqu'un l'a dit, c'est quand il est plus facile d'acquérir les concepts scientifiques lorsqu'on a déjà appris ces concepts en langue nationale. Ça, c'est naturel. Et il y a des erreurs que l'on commet dans, par exemple, les mathématiques, qui sont des erreurs liées à la différence de conceptualisation des mathématiques dans nos langues et en français. Je donne juste un exemple pour aller vite. Quand on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machin. Mais quand vous comptez en Wolof, ou en Pulaar, ou en Diola, ou en Serer, vous allez dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez dire 5 et 1. 5 et 2, 5 et 3, 5 et 4. Jurom ben, jurom ñaar, jurom ñett. En Pulaar, c'est pareil. Go didi tati nay joyi, djegom, djedidi djetati. Je vérifie, les Sérères font la même chose, les Diola font la même chose. Mais le gamin, qui lui, sait cela déjà, vous lui dites, vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5,
et vous lui dites 6, vous le représentez par un symbole. Mais vous êtes en train de violer totalement sa conception du nombre dans sa tête. Et beaucoup d'enseignants ne comprennent pas ça. Et c'est un saut, c'est une difficulté extrêmement forte qui est là. Et certains enfants, ça les décroche définitivement. Et l'enseignant ne se rend pas compte que le problème, il est là. Donc c'est des choses, il faut bien faire attention et regarder cela. Regardez. Monsieur Sali, encore une fois, merci beaucoup. Alors, pour moi, nous pouvons, dans des domaines importants, faire mieux, autant ou mieux que les autres. Pour une raison très simple. D'abord, l'expérience nous montre que c'est vrai. Parce que, vu toutes les difficultés que nous avons, nos gamins ici, les meilleurs, on les amène dans les meilleures écoles en Europe, en Amérique. Ils réussissent aussi bien que les meilleurs gamins de ces écoles-là. Je peux le dire parce que moi-même, j'ai fait les prépas. Et quand j'étais ministre, c'est moi qui ai mis en place la bourse d'excellence. Et j'ai refusé que nos meilleurs élèves, on les envoie dans les universités en France ou dans les UIT. Parce qu'en France, les meilleurs élèves ne vont pas dans les universités et dans les UIT. Ils vont dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc c'est comme ça qu'on a créé. Donc on les a envoyés, mais ils réussissent. Sans aucun problème. Donc, la question maintenant, c'est pourquoi notre recherche n'arrive pas à grimper. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord la documentation. Excusez-moi. C'est la documentation. Et ça, on l'avait réglé parce que nous avions abonné toutes les universités grâce à Elsevier aux bases de données scientifiques internationales, qu'elles soient d'ailleurs scientifiques ou littéraires. Parce qu'on avait, pour les littéraires, on avait abonné à Kern Info. Pour les scientifiques, il y avait Sciences Directes, les revues Maçon et tout. Vous êtes dans le campus universitaire, vous vous connectez au réseau Wi-Fi et vous avez accès aux bases comme on l'a aux États-Unis et partout. Malheureusement, là aussi, quand je suis parti, ça s'est arrêté. Deuxième chose, c'est l'équipement scientifique. C'est ça qui fait que les chercheurs ici vont à l'étranger parce qu'ils n'ont pas ces équipements lourds qui coûtent cher. Et nous, on avait trouvé la solution, c'est ce qu'on appelait la cité du savoir, qu'on a installée à Diamniadio sur 14 hectares. Et nous avions commencé à acheter les équipements lourds, le supercalculateur. Il est arrivé depuis juillet 2019. Depuis là, le supercalculateur est garé. Il a coûté, le supercalculateur, presque 6 milliards. Il est garé là-bas. Oui, c'est le financement que j'ai signé avec Amoudouba, avec la BPI, la Banque publique d'investissement, c'est 4 millions d'euros. C'est 15 millions d'euros. Les 10 millions, c'est le supercalculateur. Les 5 millions d'euros, c'est pour les formations, quelqu'un l'a dit, dans les sciences avancées. La robotique, l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la simulation numérique. Et nous avions heureusement, avant de partir, signé avec l'UVS pour que l'UVS les fasse. Heureusement, l'UVS a reçu le financement et il est en train de faire cela. Mais le supercalculateur, il dort. Nous avons acheté 2 microscopes électroniques à balayage et à transmission. C'est arrivé quand on est parti, le ministre l'a inauguré, c'est dans un bureau et c'est fermé. Alors qu'il y a eu Covid qui est passé. Cuba a fait des vaccins, a inventé des vaccins alors qu'il n'avait même pas cet équipement-là. On a acheté un équipement complet un laboratoire complet de biotechnologie végétale. J'ai réceptionné le labo. Les équipements sont encore dans des cartons
au niveau de la Cité du Savoir. Le carton Ken Oubiou. Pour l'astronomie, on a acheté un télescope de recherche. Il est encore dans les cartons. J'aurais pu continuer. Il y a le réacteur nucléaire de recherche. Il y a la plateforme de génétique moléculaire. Et il y a le centre de fabrication de microsatellites. Tout cela, c'était dans les trucs. Plus maintenant, la Cité du Savoir, la médiathèque est terminée depuis que j'ai quitté. Le bâtiment est là-bas vide. Quand vous voyez la Cité du Savoir, il y a un bâtiment complet de 8 étages, c'est la médiathèque. On devait y faire que du numérique, des tout petits jusqu'aux adultes. La maison de la science, elle était au 4e étage, Fofulayem. Il devait y avoir les plateformes de démonstration de maths, de biologie, de robotique, l'observatoire astronomique et le premier planétarium construit en Afrique. Malheureusement, depuis le Kenya nous a devancé, il a fait son planétarium. Et l'équipement du planétarium est au Sénégal. Voilà où nous en sommes. L'autre aspect, c'est le financement de la recherche. Il y avait, avec la concertation, le Fonds national de recherche et d'innovation. Depuis lors, ça n'a pas avancé. Voilà. Mais ensuite, rapidement, Madame Sagna, oui, pour moi, il faut renforcer la formation des enseignants dans les domaines scientifiques et surtout renforcer leur formation dans comment faire aimer ces disciplines-là. Et le faire aimer, c'est apprendre aux enfants dans des activités manuelles, dans des jeux, à faire des mathématiques, à conceptualiser et à poser des problèmes. Et cela, ça s'entraîne. On s'entraîne. Il y a des méthodes aujourd'hui connues en mathématiques qu'on appelle la méthode de Singapour, qui a permis à ce tout petit pays d'avoir les meilleurs élèves en mathématiques. Et c'est une méthode qu'on doit apprendre aux enfants, aux enseignants d'abord, et puis qui pourront transmettre cela aux enfants. Donc effectivement, l'autre aspect, c'est apprendre aux enseignants à évaluer. Nos enseignants évaluent très mal. Ça c'est depuis le préscolaire jusqu'au supérieur. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y avait un élève très brillant, mais le prof de français ne voulait pas lui donner 20. Moi, j'ai dit, c'est une honte. Mais d'abord, un examen, ce n'est pas un concours. Un concours, on cherche les meilleurs. Un examen, on évalue est-ce que le minimum requis, il a maîtrisé. Mais s'il a maîtrisé, on lui donne 20. Un enseignant devrait être content d'avoir la majorité de la classe avec 20. Mais j'entends parfois des profs de français qui disent « Man, j'aurais plus de 14 ». Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de pénaliser leurs meilleurs élèves. Parce qu'ailleurs, un prof va donner 18. Et ça décourage les élèves. Vraiment, il faut libérer les notes. Voilà. Monsieur Faye, Hassan, j'ai répondu, je pense, tout à l'heure à votre question sur la créativité et l'innovation. Tout à l'heure. Adia May, content de te voir. Content, c'est une parente et une voisine. Okay. Et j'ai vécu son aventure. Parce qu'elle a écrit, étudiante, un roman. Un magnifique roman. Je ne sais plus d'ailleurs le titre, Le Ballon Rouge. Un étudiant, oui, c'est ça. Donc, elle est, comme on dit, c'est une battante. Elle a envie de réaliser les choses et je la félicite surtout pour son abnégation pour Daraï Sembène. J'ai vu, c'est malheureux que Sembène Ousmane n'a pas toute la place qu'on lui doit dans ce pays. Quelqu'un qui
sans doute un de nos plus grands romanciers, le plus grand sans doute jusqu'à présent cinéaste sénégalais. Et que moi je ne sais même pas, est-ce qu'il y a même une rue, un lycée qui porte son nom. À Yoff, récemment, c'est récent, c'est triste pour cet homme-là. Voilà, qui est plus un peu partout dans le monde, on l'étudie. Et oui, exactement, partout dans le monde. Donc vraiment, la description d'un certain nombre de choses que tu as données, c'est tout à fait exact. Ça, mais tu sais, quelqu'un l'a dit, apprendre les langues étrangères, c'est plus facile quand on maîtrise sa propre langue. C'est pourquoi l'apprentissage de la langue maternelle, c'est la voie royale. Et puis c'est la voie qui empêche la rupture entre l'école et la famille. Vous avez le petit qui quitte sa maison, où il ne parle que Wolof, etc., qui arrive au préscolaire, on lui dit maintenant on va t'apprendre le français. Mais il aurait été plus sage de continuer avec le Wolof dans tout ce qu'on apprend et plus tard de lui apprendre le français. Moi, mon schéma d'école, c'est très simple. C'est de dire préscolaire, CI, CP, langue nationale, langue maternelle. Moi, j'utilise même le mot langue maternelle pour ne pas avoir de confusion. CE1, on entre dans le français, on utilise le français. CE1, CE2, on continue. Et puis CM1, on introduit l'anglais. CM1. En sixième, l'arabe. À la place de ce qu'on fait aujourd'hui en anglais. Sixième, l'arabe, jusqu'en troisième. Avec évidemment les autres langues continues. Maintenant, quand on arrive en seconde, s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre d'autres langues, mais ils peuvent choisir les autres langues. Et ça existait. C'est ce qu'on appelait les grands commençants. Les grands commençants et qui apprennent en accéléré. En accéléré. Moi, j'ai fait l'espagnol en grand commençant. Et j'étais meilleur en espagnol qu'en anglais. C'est pourquoi au bac, j'ai plutôt bas au bac. Au bac, j'ai fait l'anglais. Mais à l'école d'ingénieur, j'ai préféré prendre l'espagnol que l'anglais. Vous voyez. Donc, et évidemment, en même temps, la religion, en même temps, notre culture et civilisation, plus la science et la technologie. Et la dispersion, en fait, on veut faire de nos élèves des encyclopédies. Et c'est ça qu'il faut casser. Même dans les sciences, un élève peut être brillant en physique et ne pas être bon en maths. Mais pourquoi on va le pénaliser? Parce qu'il n'est pas bon en maths. On doit avoir le plus de spécialités possible pour mieux coller au profil des élèves. Au profil des élèves. Je pense que c'est ça qui manque à notre école. On est, de ce point de vue-là, trop sclérosé et trop, comme on dit, voilà. Oui, je suis parfaitement d'accord. Les deux aspects du numérique, pas de problème. Et la nécessité, quelqu'un l'a dit, le numérique, c'est la porte clé du monde d'aujourd'hui. J'ai cité tout à l'heure ces disciplines-là, et il y en a beaucoup d'autres encore. Vraiment, et le numérique n'a pas besoin d'être totalement scientifique. Mais il faut initier les enfants très tôt, au collège, au codage, à la programmation, peut-être en seconde à l'intelligence artificielle et au langage, par exemple, Python, et puis après, les libérer. Les libérer. Ils vont accéder au même niveau que les autres. Et pour cela aussi, il faut que l'Internet soit disponible sur tout le territoire national. Ça aussi, c'est une corrélation. Les questions de fond de de Mansour Faye, corrélation entre les sciences, la politique et la société. Je crois que j'ai commencé même à y répondre. Parce que beaucoup de questions relèvent de décisions politiques. Les réformes de l'enseignement, c'est une décision politique. Le fait de dire qu'aujourd'hui,
Je prends un exemple simple. Lorsque j'étais ministre de l'Enseignement supérieur et que nous avons eu l'idée de mettre en place l'université virtuelle du Sénégal, ça a été une décision politique de dire c'est nous qui allons créer cette université. Et tout ce qui va faire fonctionner l'université va être un produit de la matière grise sénégalaise. Ça a été notre choix. Et on l'a réussi. La même chose pour Campus N. Quand on a dit on met en place Campus N, on n'a pas été chercher des gens en Europe, en Asie. On a pris des Sénégalais et on a réussi à mettre en place. Campus N, il faut le rappeler, c'est bien avant Parcoursup. Parcoursup en France a triché sur Campus N. C'est après Campus N. Ah oui. L'UVS, il y a des choses qui ont été faites en Europe durant le Covid. Les gens ont triché sur UVS. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Et ils n'y croyaient pas. Donc, on a des cadres. On a besoin de leur faire confiance. Mais pour leur faire confiance, c'est une décision politique. Pourquoi va-t-on faire les cartes d'identité numérisées, les passeports numérisés par une société malaisienne? Alors qu'on a au Sénégal à la fois des informaticiens hyper compétents et on a des entreprises d'informatique qui sont de niveau international. C'est le choix politique. Donc parce que la science, pour qu'elle fonctionne bien, il y a l'école, mais il y a aussi l'entrepreneuriat, il y a aussi l'administration. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'état civil n'est pas numérisé? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez un casier judiciaire, vous devez aller là où vous avez eu votre extrait de naissance? On est au XXIe siècle. Alors que c'est possible de dématérialiser tout cela. Mais c'est une décision politique. Et on a les gens pour faire. Donc ça, voilà. Les applications, vous avez parlé de courbes, je vous donne juste deux exemples simples. Par exemple, la question de la droite. J'ai commencé d'ailleurs, parce qu'après j'ai été pris par autre chose, j'avais commencé chaque samedi à embêter les gens en mettant des problèmes mathématiques sur ma page Facebook pour demander aux gens de les résoudre. Et après, les littéraires m'ont dit, mais prof, toi, tu ne parles que des mathématiques. J'ai changé, j'ai rajouté des problèmes littéraires, etc. L'un des problèmes que j'ai donné est le suivant, très simple. J'ai dit, parce que c'était la période de la Coupe du Monde. J'ai dit, Sabali est sur la ligne de touche, dans son camp, à 10 mètres de son poteau de corner. Ismaïla Sarr est sur la ligne médiane, au niveau de la ligne de touche opposée. Ismaïla Sarr court à, mettons, 36 km à l'heure. À quelle vitesse Sabali doit envoyer la balle à ras de terre à 10 mètres du poteau de corner du côté où est Ismaïla Sarr? Oui. Oui, ça a intéressé. Parce qu'ils ont vu que ce problème-là, d'abord on avait les problèmes de vitesse, des trucs, mais c'était un problème d'un triangle rectangle. C'était l'application du théorème de Pythagore. Simplement. Mais on peut faire mieux pour avoir une courbe. Par exemple, la parabole. Parce que c'est clair que si Sabali tire à ras de terre, il faudrait que l'équipe là-bas, qu'elle soit vraiment manchot pour que la balle puisse passer jusqu'à arriver là-bas. Donc Sabali a intérêt en fait à lever la balle. Donc si Sabali lève la balle pour qu'elle arrive là-bas, c'est une parabole que va décrire le ballon et il faut savoir comment est fait la parabole. On voit tout de suite comment on représente les choses. Et il y a énormément d'exemples comme ça. Ça va intéresser les enfants. Oui,
c'est ce type d'exemple que les enseignants, qu'on doit leur expliquer, plus des exemples liés à la culture. Moi, souvent, j'explique aux gens, par exemple, on parle d'informatique. L'informatique, c'est 0 et 1, ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. Et quand on dit 0 et 1, c'est-à-dire qu'on a l'interrupteur. Quand on le ferme, le courant passe, c'est 1. Quand on l'ouvre, le courant ne passe pas, c'est 0. Quand la porte qui est là, on la ferme, on ne peut pas entrer, on ne peut pas passer, donc c'est 0. Et quand on l'ouvre, on peut passer, c'est 1. Mais nous avons quelque chose qui fonctionne comme ça, qui est dans notre tradition, sans doute la plus, en tout cas, très ancrée, chez particulièrement les Peuls, c'est ce qu'on appelle le Gisani, la géomancie. Mais les figures géométriques de Gisani, c'est de l'algèbre de Boole. C'est exact. Et ça, c'est antérieur, parce que ça date des millénaires. C'est antérieur à l'algèbre de Boole. Donc, on a plein de choses comme ça. Vous avez les systèmes d'équations linéaires. Mais il y a des exemples simples pour motiver les gamins. Vous dites le gamin là, à l'entrée de l'école, il y a une femme qui vend des beignets et qui vend, je ne sais pas, des oranges. Mamadou est allé, il a acheté 2 beignets et 3 oranges. Il a payé tant. Binta est allée, elle a acheté un beignet et une orange, ça a coûté tant. Combien coûte une orange et combien coûte un beignet? Oui, c'est idiot. Mais l'enfant commence à visualiser, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est une nécessité. Je pense que dans la formation des maîtres, même s'ils ne l'ont pas appris à l'université, je pense qu'au moment des formations à l'école normale, à la FASTEF ou à l'UFR CEFS de Saint-Louis, qu'on puisse les motiver par ça. Parce que ça motive les enfants. Alors, voilà, je pense que... Oui, pourquoi éliminer? Je pense que j'ai répondu. Éliminer un élève qui a de mauvaises notes. Comment garder nos jeunes cerveaux? Alors, il y a d'abord... Moi, sur la question dite des fuites de cerveau, moi, j'ai une position très particulière. J'utilise pas ce concept. Moi, j'utilise mobilité de cerveau. Pour une raison très simple, c'est que dans l'histoire, la mobilité des cerveaux a toujours existé. Les cerveaux ont toujours convergé dans les endroits où ils peuvent s'épanouir. Dans l'histoire, l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, Cheikh Anta a montré que c'était le lieu de convergence de tous ceux qui voulaient développer les connaissances, comme les Grecs, tout le monde est allé en Égypte apprendre. La Perse, c'était la même chose. La Russie de Catherine, c'était la même chose. Le siècle des Lumières, la France, c'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est certains pays asiatiques où les gens convergent. Mais le plus important, c'est de former le maximum possible. Parce que quand vous formez le maximum possible, une partie va rester. Par contre, si vous formez peu, et que les gens vont, parce qu'il y a des pays qui paieront de toute façon mieux que toi, qui paieront, ils partiront. Et on a besoin aussi, dans certains cas, que nos gens aillent ailleurs. Parce qu'il y a des technologies que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, aujourd'hui, la métallurgie. Ce serait bien qu'on ait des Sénégalais qui travaillent dans la métallurgie en Europe, en Amérique et ailleurs. Parce qu'un jour viendra avec le gaz où nous allons exploiter notre fer de la Falémé. Et si nous voulons vraiment en tirer profit, il faut qu'on mette en place la sidérurgie et on aura besoin d'ingénieurs. Et ces ingénieurs, s'ils existent déjà ailleurs, il suffit de les faire venir et en même temps former sur place. Donc, c'est comme le nucléaire.
Demain, si on a besoin d'avoir des centrales nucléaires, il faudrait avoir des Sénégalais qui ont été formés dans le domaine et qui exercent ailleurs. Donc tout n'est pas négatif dans le fait qu'il y a des Sénégalais à l'extérieur et il y en a qui sont... Il faut juste que ceux qui sont sur place aient des conditions de travail, des conditions décentes de travail. S'il y a ça, je pense que ça peut se stabiliser. Le prof, c'est de la communication. L'enseignant, c'est un communicateur. Si sa classe ne réussit pas, c'est que sa communication a échoué. Je pense. Moi, je dis toujours, l'enseignant, il a deux fonctions. Il est artisan et artiste. Il est artisan parce qu'il doit être capable de restituer ce qu'il a appris et de le mettre sous une forme digeste pour ses élèves. Mais il est artiste parce que c'est dans sa fonction d'artiste qu'il peut motiver l'élève et lui faire aimer ce qu'il est en train d'enseigner. Les parents, là c'est une question encore politique. Pour moi, il y a des choses qui sont des droits inaliénables. Tout enfant doit avoir droit à aller à l'école. Et il appartient à l'État de créer les conditions d'équité. Et c'est pourquoi supprimer totalement les histoires de bourses ou ne pas mettre dans certains endroits des cantines scolaires, etc., ce n'est pas juste. Et je pense qu'il faut rattraper cela. Il faut faire en sorte que les enfants soient scolarisés, tous. Par exemple, les enfants d'éleveurs, je dis, nous devons créer un corps de maîtres itinérants qui les accompagnent, comme c'est créé au Mali, au Niger, au Tchad, pour que les enfants d'éleveurs puissent aller à l'école. La même chose dans des endroits où les gens sont très pauvres, c'est important non seulement d'avoir des écoles, mais d'avoir la cantine pour que ces enfants aient le petit déjeuner, le déjeuner à l'école, parce que ça va participer à leur réussite, etc. L'État a un rôle de créer l'équité au niveau du pays. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long. Je vous remercie vraiment de votre attention. Avec des empêchements, nous n'avons pas pu honorer de notre présence. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas pu et nous n'osons pas ne pas venir ici et saluer le grand professeur pour parler de l'école. Et moi, je voudrais, pour l'avoir connu, et je dois dire que c'est aujourd'hui, pour la troisième fois que je lui serre la main, la troisième fois. La première fois, il était encore ministre de l'Enseignement supérieur. Nous nous sommes rencontrés dans le hall d'un hôtel. Il m'avait donné sa carte de visite. Et quand je suis venu à Thiès pour mettre en œuvre et concevoir le concept Linguère Mat d'Amel Mat pour faire la promotion des mathématiques à l'école élémentaire, nous avons pensé à lui. Il est venu en tant que parrain pour être montré en modèle de réussite aux enfants thiessois. C'était la deuxième fois que nous nous sommes salués et aujourd'hui c'est la troisième fois. Je voudrais dire que si nous voulons aider nos enfants, il nous faut montrer des modèles de réussite du genre du professeur Mary Teuw Niane. Je me souviens, il disait que dans l'université Gaston Berger, dans laquelle il s'était retrouvé recteur, enfant, il a accompagné son oncle en tant que petit berger. Donc pour dire que c'est possible de réussir. Et lui, c'est un pur produit de l'école publique sénégalaise. Il s'agit de s'acharner au travail. Il n'y a que le travail qui mène au succès. Donc je dirais aux organisateurs à l'avenir d'être plus agressifs dans la communication pour inviter le maximum de public possible, mais inviter surtout les élèves et étudiants. Ils ont besoin d'écouter la bonne parole et s'inspirer de ce modèle de réussite, s'inspirer des exemples. Parce que pour réussir, il n'y a que le travail, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et en cela, nous remercions le professeur Mary Teuw Niane, nous remercions les organisateurs et nous en redemandons. Merci. Ça, je ne peux même pas vous dire le plaisir que nous avons. Et merci
monsieur l'inspecteur. Exactly. Moi, je le suivais de très loin. Des États-Unis, je suivais les gens. Et je connaissais son attachement à l'éducation et ce qu'il faisait. Donc, quand on avait décidé de faire la célébration, nous ne savions pas où aller. Mais on a creusé terre et mer pour avoir ses coordonnées. Et donc, on lui avait parlé, il a accepté. Et maintenant, ce que vous venez de nous dire, il n'y a pas plus à y ajouter. C'est la seule façon, c'est la meilleure façon. Et si on s'y met par l'école sénégalaise, les problèmes de l'école sénégalaise ne seront pas résolus. Donc, on se réjouit, au moins nous, à Pioneers Academy, d'être dans cette voie à parler langue nationale. Parce que quand même, comme je vous l'ai dit, c'est par constat que cette école a été conçue. On a vu qu'il y avait des failles, des manquements, et nous voulions amener des solutions, raison pour laquelle. Donc vraiment, nous vous remercions. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder parce que tout ce que vous avez dit, nous essayons d'initier nos enfants à l'entrepreneuriat, mais aussi même au niveau de l'informatique. Actuellement, nos élèves de classe de CP peuvent saisir un document avec la machine. Donc, c'est une bonne chose. Et comme vous l'avez dit, moi, je me rappelle quand on allait à l'école, je faisais série D, mais il y avait des labos, on faisait des dissections, on regardait les feuilles, on ne regardait pas. Mais là, quand je suis revenue, je regarde que des élèves des domaines scientifiques peuvent finir jusqu'à la fin et ne jamais observer quoi que ce soit. I mean, come on now, ça ne peut pas se faire. Nous sommes dans le domaine des sciences, même en littérature, il faudrait quelque chose, mais dans le domaine scientifique. Et c'est ce qui fait que ces jeunes ne sont pas intéressés. Parce qu'il n'y a rien qui les pousse vraiment à aller vers cette recherche ou bien même découvrir autre chose. Je crois qu'il faudrait qu'on ramène ça. De même, les librairies, bibliothèques. Comment est-ce qu'une école peut exister sans bibliothèque? Sans bibliothèque. Les enfants ne lisent pas. Et vous dites il faut lire, il faut lire. Qu'est-ce qu'ils vont lire? L'air. Hein? Ça, c'est quelque chose. Le STEM. Aux États-Unis, quand ils se sont rendus compte qu'ils perdaient au niveau des sciences et technologies, c'est là où ils ont commencé le STEM. Et ce qu'ils font, c'est comme vous le dites, donner des bourses. Vous incitez les élèves à se retourner vers ça parce que maintenant, quelqu'un qui devait payer ses études peut y aller sans free et l'État paye pour vous. C'est l'une des raisons. Les parents vous poussent, vous vous poussez pour qu'on puisse payer pour vos études. Donc, il faudrait qu'il y ait incentive, comment on le dit, incitation pour les pousser. Parce que s'il n'y a rien, et tout ce qu'on leur dit scientifique, il y a une dofga, il y a une kirek, du mat, donc, il faut que ça change, il faut que ça soit intéressant pour qu'ils puissent s'y retrouver. Pour dire exactement, en tant que scientifique, qu'est-ce que je pourrais devenir, qu'est-ce que je pourrais faire. Mais s'ils regardent les mathématiques et les physiques, après la terminale, vous l'utilisez plus, ils se disent, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Je ne ferai rien avec. OK? Et beaucoup de choses. Ici, peut-être, maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais la maternelle au Sénégal est négligée. Ça doit être l'espace de danse et de chant. Et alors que c'est à l'âge qu'il faudrait les initier et les intéresser à certaines choses. Donc moi, je suis contre la maternelle, tam-tam, dit que du fait direct. Ça ne peut pas continuer. Parce que on leur donne envie de seulement jouer, de seulement danser, ce qui n'est pas. Oui, la maternelle doit être quelque chose d'intéressant où ils doivent danser, mais danser pour apprendre, chanter pour apprendre. Donc, moi, je suis dans cette lancée. Pas mal de choses. Donc, je suis en phase avec ce que le professeur a dit et je suis très réjouie de vous avoir. J'essaie avec mon français, moi je suis plutôt anglophone, mais, donc vraiment, c'était l'honneur de vous avoir. Et I hope and pray that all Senegal can hear your message. Because this is it. On n'a pas besoin d'aller à gauche ou à droite
ailleurs ou dans un autre pays pour voir ce qui se fait. Ce qui se fait, vous l'avez dit, il ne s'agit qu'à appliquer. That's it. You know, donc, at the end of the day, c'est ça. Donc, je remercie nos parents qui sont venus vraiment et je ne sais pas, j'espère que vous avez vu de Pioneers Academy ce que le professeur vient de définir. Donc, nos enseignants, tirez les leçons. Il vous a donné les leçons, maintenant c'est à vous de les pratiquer. Parce qu'à the end of the day, un enseignant qui n'est pas innovateur, qui ne sort pas, comme on le dit, out of the box, vous serez abruti. Il faut oser, il faut changer, il faut être créatif, il faut intéresser vos élèves. Il faut intéresser vos élèves. Et ça, personne ne peut vous le donner. C'est à vous, en tant qu'enseignant, de le rechercher. Nous sommes là, dans le développement personnel et dans le leadership, on peut vous aider. Donc, c'est à vous de vous rechercher, de regarder où vous avez des lacunes, des déficiences pour qu'on puisse vous donner cette information et vous aider à vous relever. Donc, I think I did it all. You know, avec mon français, des fois, j'oublie.